Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour commencer une nouvelle séquence de théâtre. Enfin, du théâtre, c'est bien. Beaumarchais. Et enfin, nous retrouvons le XVIIIe siècle. Nous ne l'avons pas retrouvé depuis l'encyclopédie. Ça fait maintenant plus de 6 mois. Et donc, je suis contente de retrouver ce siècle. Alors, cette séquence fait à peu près, laissez-moi regarder, c'est la dernière séquence du livre parce que c'est la fin du XVIIIe siècle. Enfin, presque la fin, hein, c'est l'avant-dernière. Donc, elle dure jusqu'à littérature et mœurs à la veille de 1789. Elle fait en tout 20 pages à peu près. Donc, ça veut dire que, eh ben, ça nous prendra au moins 2 mois. Donc, je pense que je la finirai en avril, à peu près. Donc, je vous lis la biographie. Comme d'habitude, on commence par la biographie et après, je commencerai par le parler de ses vies et ensuite, je ferai évidemment le mariage de Figaro. La vie de Beaumarchais est un véritable roman d'aventure. Alors que la biographie de tant de nos écrivains se ramène à peu près à la chronologie de leurs œuvres, dans celle de Beaumarchais, la carrière dramatique n'occupe qu'une place secondaire. Elle est éclipsée par de multiples activités dans les domaines les plus divers. Les intrigues de toutes sortes se succèdent et s'enchevêtrent. On peut s'en fier à lui pour mener une intrigue. Deux, trois, quatre à la fois, bien embrouillées, qui se croisent. Est-ce de l'homme qu'il s'agit, de l'auteur ou de son Figaro? À chaque tournant de sa carrière apparaît une silhouette féminine, comme à chaque rebondissement de ses comédies. Enfin, le rôle de l'argent n'est pas moins important dans sa vie que dans son théâtre. Le chemin de la fortune, de la boutique à la cour. Pierre-Augustin Caron, né en 1732 à Paris, rue Saint-Denis, où son père tient boutique d'horlogerie. Il grandit parmi 5 sœurs, dont Lisette et Julie, sa préférée. À 13 ans, il quitte l'école et devient apprenti horloger. En 1753, il perfectionne le mécanisme des montres en inventant un nouvel échappement. Le voici horloger du roi. En 1755, il achète la charge du seigneur Franquet, contrôleur clerc d'office de la maison du roi, puis épouse sa veuve, première étape d'une rapide ascension sociale. Son esprit, ses talents de musicien et d'amuseur lui valent la faveur des mesdames, fille de Louis XV. Grâce à elle, il peut rendre un service signalé au financier Paul Duvernay, qui l'intéresse à ses affaires. L'achat d'une charge de secrétaire du roi l'anoblit, 1761. Il se nomme maintenant Monsieur de Beaumarchais. En 1763, il devient lieutenant-général des chasses au bailliage et capitainerie de la Varenne du Louvre et juge comme tel les délits de chasse. L'aventure espagnole. En 1764-65, il fait un voyage à Madrid pour défendre l'honneur de sa sœur Lisette. Un Espagnol nommé Claviro, je ne sais pas comment on se prononce le J en espagnol, qui lui avait promis le mariage, manquait à ses engagements. Dans cette importance, l'infidèle se dérobe, et Beaumarchais doit se contenter d'obtenir des sanctions contre lui. Il nous a laissé de ces événements une version passionnante, mais suspecte, dans le quatrième mémoire contre Guzman. En effet, en fait, d'immenses projets financiers semblent avoir compté pour lui dans ce voyage, au moins autant que l'honneur de Lisette. Le genre sérieux. Sa carrière dramatique commence en 1767 avec la représentation d'Eugénie, mélodrame emphatique et moralisant qui n'annonce nullement la verve comique de Beaumarchais. Celui-ci montre même quelque mépris pour le théâtre comique dans l'essai sur le genre dramatique sérieux qui sert de préface à la pièce. En 1770, il donne sans succès un nouveau drame, Les Deux Amis ou La Négociation de Lyon, où l'on reconnaît les idées de Diderot, et l'exemple de Sedaine, un négociant si honnête qui se tuerait s'il ne pouvait faire face à une échéance et sauver de la faillite par le dévouement sublime d'un ami, philosophe sensible, excusez-moi. Veuf après 10 mois de mariage, Beaumarchais s'est remarié en 1768. Mais sa seconde femme meurt à son tour en 1770. Paris-Duvernay meurt également cette année-là, après avoir signé un règlement de compte qui reconnaît à Beaumarchais une créance sur sa succession. La crise. Les procès. Le comte de la Blache, héritier de Paris-Duvernay, attaque l'acte, insinuant que ce serait un faux. Il est débouté en première instance. L'affaire va venir en appel au Parlement Maupeou,
Maupoux, lorsque Beaumarchais est envoyé au Fort-l'Évêque à la suite d'une altercation avec le duc de Chaulnes. Fâcheuse détention au moment même où il faudrait solliciter le conseiller Guzman, rapporteur de son affaire. Il parvient à le voir, non sans peine, mais le rapport est défavorable et le Parlement condamne Beaumarchais. Avril 1773. Je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.